On attaque donc cette quatrième vidéo dans la série sur le cours sur l'art. Et cette dernière vidéo, elle va porter sur le jugement esthétique, sur la réception de l'œuvre d'art. Une chose par laquelle on doit commencer, c'est qu'on a déjà en fait un peu exploré cette question. Dans la seconde vidéo, à la fin, on effleure la thèse qui consisterait à dire que ce qui fait l'œuvre d'art, c'est le spectateur. On avait dit en effet que c'est pas un type d'objet, une œuvre d'art, c'est bien plutôt le fonctionnement d'un objet quelconque, qui peut être par exemple un urinoir, qui peut être une plaque d'immatriculation, dans un régime de perception particulier et qui fonctionne comme symbole. Ok, c'est son pouvoir symbolique qui donne à l'œuvre d'art son caractère d'œuvre d'art. Et à partir de ça, effectivement, on pourrait dire, du coup, ben c'est le spectateur qui fait l'œuvre. Je voudrais ici qu'on clarifie bien les choses, c'est plus la question qu'on pose, on se demande plus ce qui fait une œuvre d'art et on part d'un consensus, ok. Il est possible qu'on se trompe concernant une œuvre d'art. Quelque chose qui est une œuvre d'art peut ne pas être reconnu comme une œuvre d'art et par conséquent, le spectateur ne suffit pas pour faire d'une chose une œuvre d'art, ok. Il y a bien quand même un ensemble de caractéristiques d'une œuvre d'art, même si c'est pas une définition qui permettrait de l'enfermer et de clore l'ensemble des objets qu'on appelle des œuvres d'art. Donc la question qu'on pose, c'est non plus qu'est-ce qu'une œuvre d'art, c'est comment est reçue une œuvre d'art et quel est le bon jugement porté sur une œuvre d'art. En 1994, une écrivaine française qui s'appelle Yasmina Reza publie une pièce et la monte qui s'appelle Art. Elle pose exactement le problème qu'on va explorer ensemble, raison pour laquelle on va maintenant regarder les 5 premières minutes de cette pièce de théâtre. Mon ami Serge a acheté un tableau. C'est une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m, peinte en blanc. Le fond est blanc et si on cligne des yeux, on peut apercevoir de fins lisérés blancs transversaux. Mon ami Serge est un ami depuis longtemps. C'est un garçon qui a bien réussi. Il est médecin dermatologue. Et il aime l'art. Lundi, je suis allé voir le tableau que Serge avait acquis samedi, mais qu'il convoitait depuis plusieurs mois. Un tableau blanc avec des lisérés blancs. Cher, 200 000. 200 000. Andington me le reprend à 22. Qui est-ce? Andington. Connais pas. Andington. La galerie. Andington. Ah, la galerie Andington te le reprend à 22. Non, pas la galerie. Lui. Andington. Lui-même. Pour lui. Et pourquoi c'est pas Andington qui l'a acheté? Parce que tous ces gens ont intérêt à vendre à des particuliers. Il faut que le marché circule. Ah oui. Alors,
Tu n'es pas bien là. Regarde-le d'ici. Tu aperçois les lignes? Comment s'appelle le... Peintre Antrios. connu? Très, très. Serge, tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs. Mais mon vieux, c'est le prix. C'est un Antrios. Tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs. J'étais sûr que tu passerais à côté. Tu as acheté cette merde 200 000 francs? Mon ami Marc, qui est un garçon intelligent, garçon que j'estime depuis longtemps, belle situation, ingénieur dans l'aéronautique, fait partie de ces intellectuels nouveaux qui, non contents d'être ennemis de la modernité, en tirent une vanité incompréhensible. Il y a depuis peu chez l'adepte du bon vieux temps une arrogance vraiment stupéfiante. Comment peux-tu dire cette merde? Non, un peu d'humour, Serge, ris. Ris, vieux. Non, c'est prodigieux que tu aies acheté ce tableau. Ben, que tu trouves cet achat prodigieux, tant mieux, que ça te fasse rire bon, mais je voudrais savoir ce que tu entends par cette merde. Tu te fous de moi? Pas du tout, cette merde par rapport à quoi? Quand on dit telle chose est une merde, c'est qu'on a un critère de valeur pour estimer cette chose. Mais à qui tu parles? À qui tu parles en ce moment? Ouh! Tu t'intéresses pas à la peinture contemporaine. Tu ne t'y es jamais intéressé, tu n'as aucune connaissance dans ce domaine. Alors, comment peux-tu affirmer que tel objet, obéissant à des lois que tu ignores, est une merde? Mais c'est une merde. Excuse-moi. Oh. Oh, 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 Dans les premières minutes de la pièce de Yasmina Reza, on a donc affaire à deux des personnages qui seront les personnages principaux, Serge et Marc. Serge est médecin et il vient d'acquérir un tableau pour lequel il donne une grande valeur financière, on va le voir, mais aussi artistique. Marc, son ami, qui l'a invité précisément pour lui présenter son acquisition, découvre stupéfait cette œuvre d'art et il est complètement sceptique sur sa valeur. Il part goguenard, moqueur, en se disant qu'il y a une sorte de folie dans l'achat qu'a fait Serge. Et en effet, la première question que Marc pose à Serge, après un temps d'attente comme ça, où on s'impatiente du jugement de Marc, c'est combien? Tout de suite, Serge comprend, c'est une question financière, et en fait, c'est une question qui est presque une insulte pour Serge. Parce que la seule chose qui intéresse Marc, en première approche, c'est pas quel est l'intérêt, qu'est-ce qui se passe dans cette œuvre, parce qu'effectivement, il n'y a rien, c'est combien d'argent elle coûte. Autrement dit, la question de Marc réduit l'œuvre d'art à une marchandise, et donc, il ne la conçoit même pas comme une œuvre d'art. Il refuse l'idée que ce soit une œuvre d'art, et c'est ainsi qu'il pose la question combien. Serge répond 200 000 francs, ce qui fait l'équivalent de 40 000 euros, plus ou moins, et donc c'est une somme très très conséquente, c'est énormément d'argent. Mais il revient à la question principale, mais alors en fait, ok, ça a coûté de l'argent, mais qu'est-ce que tu en penses? Comment tu trouves cette œuvre? Quel est le jugement que tu portes dessus? Marc prend un peu de temps, il prend des pincettes pour donner sa réponse, combien ça t'a coûté, ça t'a vraiment acheté ça à ce prix-là, et il lâche le mot qui formule son jugement, c'est d'une merde. Tu as vraiment payé cette merde 200 000 francs, lui dit-il. Serge répond et dit, après un aparté qui revient sur la personnalité de Marc, qu'il est incapable de porter un véritable jugement. La réponse de Serge à la qualification de Marc qui revient à dire qu'elle n'a aucune valeur artistique, cette toile, c'est de dire qu'effectivement, Marc est incapable d'en donner une appréciation. Et il invoque plusieurs hypothèses possibles sur ce qui pourrait constituer un jugement artistique.
il invoque la connaissance de l'œuvre et il invoque la possibilité de règles, de lois qui proviendraient par exemple de l'histoire de l'art et que Marc, les ignorants, se rendraient incapables de porter un jugement qui soit correct sur cette œuvre-là. Donc l'idée que défend Serge dans cette pièce et qui va nous intéresser, qu'on va d'abord tenter de poursuivre, c'est qu'il y a effectivement de l'ignorance et de la connaissance qui permettent de discriminer ce que c'est qu'un jugement correct. Okay, il y a du vrai et du faux concernant le jugement qu'on formule sur une œuvre d'art. Quand on dit qu'une œuvre d'art est une merde ou au contraire qu'elle est excellente, qu'elle est belle, qu'elle est laide, etc., on peut se tromper. Donc, c'est cette idée qui est peu courante parce qu'en fait, elle entre en conflit avec une idée exactement contradictoire. Et ce que montre cette pièce, c'est un fait exactement contraire qui contredit directement l'idée de Serge. Ce qu'on rencontre, c'est que tous les deux ont des jugements complètement différents, complètement incompatibles sur la même œuvre d'art. Et donc, l'idée contraire qui est assez courante, c'est l'idée selon laquelle, en art, il en va, comme dans la dégustation, à chacun ses goûts. Il y a des choses qui plaisent à certains et qui ne plaisent pas à d'autres. Par conséquent, il n'y a pas de jugement objectif, pas de critères de vrai et du faux, simplement une immense multiplicité d'opinions, de sorte qu'il est impossible de formuler des critères de jugement concernant une œuvre d'art. Le problème qu'on se pose, c'est donc entre Marc, qui refuse l'idée d'existence de critères, ou au moins qui n'a pas les mêmes que ceux de Serge, et Serge qui dit au contraire qu'il y a du vrai et du faux concernant l'appréciation d'une œuvre d'art, qui a raison? Ok? Comment y a-t-il des critères qui permettent de juger objectivement de la valeur d'une œuvre d'art? Comment on juge la valeur d'une œuvre d'art? La réponse la plus courante qui est donnée à cette question revient à dire qu'il n'y a pas de critères pour évaluer une œuvre d'art. Que ce qui permet d'évaluer une œuvre d'art, c'est pas des critères, c'est des goûts. Et donc, le modèle qu'on utilise pour réfléchir une appréciation première, un jugement premier qu'on porte sur les œuvres d'art, c'est probablement celui de la nourriture. Quand je mange un mets, il est susceptible de me plaire plus ou moins, et c'est ce plaisir ou ce déplaisir que j'éprouve face à un mets qui, par analogie, me permettrait d'évaluer une œuvre d'art. Si une œuvre d'art me plaît, alors on peut dire qu'elle a une grande valeur, et si une œuvre d'art me déplaît, alors on peut dire qu'elle a une faible valeur. Autrement dit, il y a une première thèse qu'on connaît bien, dont on est bien familier, c'est une forme de relativisme naïf qui revient à dire qu'en art, à chacun ses goûts. L'idée est assez courante pour qu'elle fasse proverbe, ok, on dit des goûts et des couleurs on ne discute pas, de sorte que non seulement ça serait les goûts des individus qui permettraient d'évaluer une œuvre d'art, et ça serait la seule chose qui permettrait de l'évaluer, parce qu'on ne pourrait même pas en discuter. La discussion étant rendue impossible, il n'y a rien à dire sur les œuvres d'art. Alors, dans cette première idée, il semble qu'il soit justifié de reconnaître deux choses qui ont de l'intérêt. La première, c'est que c'est une bonne description de la réalité. Effectivement, si on regarde l'ensemble des jugements qui sont portés, il y a presque autant d'avis que de têtes, de sorte que, descriptivement, factuellement, c'est vrai que les êtres humains ont une grande diversité d'appréciation par rapport à une même œuvre d'art. Et donc, il y a une description de la réalité. Mais je crois que c'est pas exactement le but pourtant de cette remarque. Parce que, en général, quand on dit non mais à chacun ses goûts, on veut dire que non seulement factuellement il y a une diversité, mais qu'en plus cette diversité, elle a une bonne raison d'exister. Qu'il faut laisser cette diversité subsister et prolonger. Et donc, c'est pas simplement une description, c'est aussi une prescription. Ok, ce qu'on a à l'esprit quand on dit en art à chacun ses goûts, c'est aussi qu'on veut dire, en art, tu dois laisser les individus formuler leurs propres appréciations. De sorte que la deuxième intention qui est derrière cette proposition à chacun ses goûts, c'est une sorte de tentative de tolérance. Ok, cette tentative de tolérance, elle revient à dire un individu forme une appréciation esthétique, ça veut dire qu'il est au moins dans une mesure minimale en train de s'intéresser à une œuvre d'art. Or, si tu lui dis que son jugement n'a aucune valeur, tu vas supprimer sa capacité à s'intéresser à cette œuvre d'art de sorte que tu empêcheras l'objectif qui est le tien pourtant, c'est qu'on reconnaisse l'intérêt de cette œuvre d'art. Par conséquent, on va établir et soutenir que pour l'idée selon laquelle en art il en va à chacun selon ses propres goûts, il y a au moins ces deux intérêts, un, décrire les faits de la diversité des goûts et des appréciations, et d'autre part, reconnaître l'exigence d'une certaine tolérance à l'égard de cette diversité.
Et cependant, on aurait de bonnes raisons, très bonnes même à mon avis, de soutenir que sous ce relativisme naïf et sous cette prétention à la tolérance se cache en fait une forme de dogmatisme, une manière d'être buté et de refuser la discussion des opinions qui sont les siennes. En effet, le danger de cette prétention à la tolérance, c'est qu'elle serve d'alibi à l'ignorance. Je pense qu'il y a d'autres contextes dans lesquels il sera clairement reconnu qu'on a de bonnes raisons de critiquer l'opinion de quelqu'un lorsqu'elle est fausse et que par conséquent, il semble justifié de faire la même chose dans les matières artistiques. Par exemple, effectivement, si quelqu'un soutient qu'il faut éviter de se vacciner parce que les vaccins causent l'autisme, ou si quelqu'un soutient que la Terre est au centre de l'univers, alors lui donner une critique documentée, factuelle, méthodique de ses opinions naïves, eh bien, c'est une manière de lui faire du bien. C'est une manière de le débarrasser de ses propres illusions et donc de lui permettre d'avoir un rapport au réel qui soit plus pacifié. Par conséquent, on a des raisons, au moins a priori, de considérer qu'en matière d'art, comme partout ailleurs, eh ben, la discussion est permise. Et que si quelqu'un dit qu'une œuvre d'art est une merde, on a de bonnes raisons d'interroger les critères et les fondements sur lesquels il base son opinion, de sorte que c'est pas une marque d'intolérance que de discuter l'opinion de l'autre, et peut-être même au contraire. La meilleure manière de la tolérer, c'est d'engager la discussion avec elle. Donc, certes, on peut retenir qu'il y a une diversité des jugements, objectivement, mais par contre, ce n'est pas une forme de tolérance que de reconnaître que ces jugements doivent rester naïfs comme ils le sont. Donc, contre le relativisme naïf, la première idée qu'on doit objecter, c'est qu'il est possible d'éduquer sa perception. À cet égard, il est plutôt révélateur de remarquer qu'on n'est pas tous égaux. On sait très bien que quand on a quelqu'un de nos proches qui a changé de coiffure, par exemple, eh bien, on n'a pas tous tendance à le remarquer avec autant d'évidence. Quand une personne qui habite chez nous a fait une modification de la disposition de l'intérieur, eh bien, on peut ne pas le remarquer tout de suite. Ou encore quand on est en train de goûter un mets, il nous arrive de ne pas vraiment réussir à identifier, par exemple dans une dégustation à l'aveugle, quelles sont les saveurs qu'on nous donne à identifier. De sorte qu'on peut avoir aussi une sorte d'impression, il y a quelque chose qui a changé, mais je ne sais pas ce que c'est, un presque rien qui quand même compte sans réussir exactement à l'identifier, de sorte que ce type d'expérience-là, elle montre clairement qu'il peut y avoir de la confusion dans notre capacité à identifier ce qui constitue le goût. Par conséquent, s'il y a bien des gens qui parviennent à identifier des saveurs avec précision et d'autres qui n'y parviennent pas, on peut faire l'hypothèse que c'est quelque chose qui est inné, ok, qu'il y a des gens qui de toute façon n'y peuvent rien, mais en tout cas, même s'il y a des distinctions de nature sur cette question-là, on peut reconnaître assez facilement qu'il y a une éducabilité du goût. D'ailleurs, toutes les dispositions qui concernent l'enfance et qui consistent à progressivement faire goûter aux enfants les mets montrent que cette éducation au goût, eh ben, elle se fait progressivement, de sorte que il est possible d'éduquer son goût. Et par conséquent, de montrer que quelqu'un qui a un goût qui n'est pas éduqué n'est pas compétent pour apprécier la valeur d'une œuvre d'art. Cette idée, l'éducabilité du goût, c'est une idée qui a été bien clarifiée par David Hume, le philosophe écossais qui est l'auteur des essais moraux, politiques et littéraires, dans lequel on trouve un article qui a pour titre « De la norme du goût », en anglais « On the Standard of Taste ». Dans cet article, Hume propose le concept de délicatesse du goût, qui précisément marque cette possibilité d'éducation. Et David Hume donc utilise une anecdote pour expliquer cette délicatesse du goût, une anecdote qu'il tire du roman de Cervantes, Don Quichotte. Dans un des passages du roman, le domestique de Don Quichotte, Sancho, toujours de manière arrogante comme il le fait à son habitude, jeune fougueux qu'il est, s'attache à montrer qu'il a une délicatesse du goût justement exceptionnelle, qu'il a une grande sensibilité aux saveurs. Et pour ce faire, il dit que c'est quelque chose qu'il tire de sa famille, qui lui est donc héréditaire. Il rapporte donc une anecdote qui porte sur ses propres parents. Lors d'une dégustation collective de vin dans un grand château, duquel ils ont la chance de goûter des breuvages exceptionnels, le premier des deux parents de Sancho trouve un goût étrange de fer dans le vin qu'ils sont en train de goûter. Les autres personnes en train de goûter le vin se moquent de cette personne qui manque de goût et qui trouve du fer là où on a du nectar, quoi.
Et le deuxième parent de Sancho trouve, lui, qu'il n'y a pas un goût de fer, mais un goût de cuir dans ce vin, de sorte qu'il est aussi moqué par tous ceux qui goûtent le vin, et l'anecdote se termine là. L'anecdote se termine là pour les parents de Sancho, mais en fait, la personne qui est propriétaire du tonneau de vin découvrira, une fois qu'il aura été complètement bu, qu'au fond du tonneau se trouve, par accident, une ceinture, qui a donc un corps en cuir et une boucle en métal. Et que le goût que les parents de Sancho avaient trouvé dans ce vin, en fait, provenait de l'oxydation de cette ceinture qui avait irrigué la totalité du vin. Ce que veut dire Sancho dans cette anecdote, et c'est l'analyse qu'en tire David Hume, c'est qu'il est possible d'arriver à identifier les saveurs de manière objective. Qu'on peut reconnaître les goûts comme on connaît, par exemple, des propriétés physiques des objets. Et que nos sens, certes, s'ils donnent bien des propriétés subjectives, au sens où le goût du vin n'est pas dans le vin, mais dans l'interaction du vin avec ma langue, avec l'organe sensoriel du goût, néanmoins, cette interaction, elle me permet d'apprendre réellement des propriétés du vin. Par conséquent, on peut éduquer son goût, gagner en délicatesse, c'est-à-dire en capacité à identifier finement une diversité de saveurs comme étant des propriétés d'un objet. Et par conséquent, on peut identifier les propriétés d'une œuvre d'art. S'il y a donc une délicatesse du goût, et si le goût peut s'apprendre, ça veut dire que Marc, parce qu'il ignore l'œuvre, ne peut pas porter un jugement qui soit correct. Ça veut dire que pour pouvoir porter un jugement sur une œuvre d'art, il faut disposer de certaines compétences, d'une délicatesse qui nous rend capable d'identifier les propriétés qui sont susceptibles de recevoir une valeur. Donc, l'idée d'une compétence esthétique, la délicatesse du goût, elle permet effectivement de battre en brèche l'idée relativiste selon laquelle à chacun ses goûts, en disant ouais certes, les gens ont des goûts différents, mais les jugements des gens n'ont pas pour autant la même valeur. Il y a des jugements qui sont formulés et qu'on doit critiquer, battre en brèche parce qu'ils ignorent les propriétés d'une œuvre d'art. Cependant, on peut s'interroger si cette réponse elle est définitive. D'ailleurs, on remarque qu'en fait, l'objectif dans ce texte de David Hume n'est pas exactement celui que nous avons nous. Il ne cherche pas exactement à dire que la valeur d'une œuvre d'art, elle est définie par la délicatesse du goût. En fait, il est en train, lui, plutôt de réfléchir à l'objectivité de nos appréciations sensibles. Est-ce que nos sens nous donnent objectivement ce qui existe dans une œuvre? Et donc, sa réponse est non, mais indirectement, oui, puisque nos sens sont capables d'identifier les propriétés des œuvres. Ce qu'on pourrait objecter pour notre problème à nous, à savoir, peut-on juger la valeur d'une œuvre d'art? C'est oui, certes. On peut apprendre à connaître précisément les détails, la finesse, à identifier les couleurs, les processus de création quand on regarde par exemple une peinture, mais ça ne nous dira pas si elle est de grande valeur ou si elle est de faible valeur. Admettons par exemple que Serge, d'une part, et Marc, d'autre part, connaissent exactement aussi bien l'histoire de l'art et connaissent parfaitement les raisons pour lesquelles Andrios a produit une œuvre d'art qui est blanche. Et pourquoi le geste provocateur de l'artiste s'insère dans une histoire qui requiert justement qu'à un moment donné, on fasse une peinture sans peinture. Peut-être que le geste artistique qui veut se proposer ici, justement, c'est de faire un tableau qui n'est pas une peinture et donc de remettre en question, admettons, le rôle des couleurs dans la représentation du monde. Pourquoi pas donc imaginer que c'est un geste provocateur qui s'insère dans une histoire que l'on connaît, la connaissance de cette histoire ne nous apprendrait pour autant pas si c'est une œuvre d'art qui a une grande valeur ou non. Autrement dit, l'objection qu'on peut faire ici consiste à dire que la connaissance d'une œuvre ne permet pas de juger de sa valeur. Parce que la valeur, c'est quelque chose qui est de l'ordre du sentiment, qui est de l'ordre du plaisir, et non pas de la connaissance. On pourrait donc essayer de distinguer l'appréciation et la compréhension de l'œuvre, de manière à pouvoir revenir sur l'idée que c'est le sens et c'est le goût d'une personne qui lui permet de savoir si une œuvre elle est de grande qualité ou non. Ce que vous devez donc reconnaître tout de suite, c'est que la distinction qui devient pertinente pour répondre à l'idée que la délicatesse et la finesse de perception, la compétence esthétique permet de juger une œuvre d'art, c'est la distinction entre un jugement de fait et un jugement de valeur. L'argument qu'on vient de formuler revient à dire, certes, on peut connaître parfaitement l'œuvre d'art, ça ne nous dit pas pour autant sa valeur.
Regardez par exemple, je peux parfaitement identifier quand je mange quelque chose qu'il est constitué par un mélange particulier de coriandre et d'estragon. Or, ce mélange particulier ne me plaît pas, de sorte que l'identification factuelle, le jugement de fait sur la présence d'estragon et de coriandre m'a permis non pas d'apprécier l'œuvre, mais au contraire de savoir qu'elle avait mauvais goût. Ok, et donc de refuser de continuer à en manger. Donc il y a une indépendance ici des faits et des valeurs qui permet de revenir à l'idée première. Cette idée première, c'est que c'est le plaisir que je ressens, c'est le plaisir sensoriel que j'éprouve quand je suis face à une œuvre d'art qui me permet de savoir si elle est ou non de grande valeur. Et en un sens, il y a un point sur lequel on va pas vraiment épiloguer, c'est que le fait qu'une œuvre d'art ait une grande valeur doit bien d'une manière ou d'une autre être lié avec notre plaisir ou on va dire tout de suite notre satisfaction. Il serait absurde de dire qu'il n'y a strictement aucune satisfaction éprouvée devant une œuvre d'art et qu'elle peut néanmoins avoir toute sa valeur. Donc il y a une indépendance totale entre notre plaisir et la valeur d'une œuvre d'art. Pourtant, admettre qu'il y a un lien entre la valeur de l'œuvre d'art et notre plaisir, ça ne veut pas dire que tous les plaisirs sont des bons identificateurs pour permettre de reconnaître ce que c'est que cette valeur d'une œuvre d'art. Et à ce titre-là, on va essayer de distinguer plusieurs types de plaisirs et montrer que c'est une notion qui est au plus haut point ambiguë. Entre le plaisir que j'éprouve en mangeant un aliment que j'aime bien, le plaisir de me détendre après une journée de travail, le plaisir d'un orgasme et le plaisir intellectuel que j'éprouve quand je solutionne un problème de mathématiques, par exemple, on a affaire à des émotions qui sont extrêmement différentes. De sorte qu'on peut se demander s'il n'y a pas un type de plaisir particulier et qui est pertinent justement en matière d'œuvre d'art. Or, à cet égard, il faut opérer au moins une distinction. Ce qu'on entend le plus couramment quand on parle de plaisir, ce qu'on veut dire par là, c'est quelque chose qui est lié à la satisfaction d'un désir. Je suis dans un état donné à un moment donné et qui s'appelle du désir si j'éprouve un manque. Je désire boire de l'eau, ça veut dire par exemple que j'éprouve un manque d'eau à un moment donné, tel que si je bois de l'eau, j'obtiendrai satisfaction. Satisfaction au sens d'une part où mon manque prendra fin, mais aussi d'autre part où j'éprouverai un plaisir dans le fait de boire de l'eau. Par conséquent, au sens le plus élémentaire, le plaisir, il semble lié au désir. Okay, le plaisir, c'est ce qu'on obtient quand on satisfait un désir. Or, il semble que c'est pas du tout le type de plaisir qui est pertinent pour décrire une œuvre d'art. Parce que quand on décrit une œuvre d'art et quand on essaye de chercher sa valeur, on n'est pas en train d'essayer de satisfaire quoi que ce soit comme type d'inclination pratique, comme type de désir qu'on aurait par l'œuvre d'art. Au contraire, c'est plutôt le fait de rester, la durée, le fait de ne pas se satisfaire de l'œuvre d'art qui montre le fait qu'elle a un intérêt et une valeur. De sorte qu'ici, il faut éviter une confusion qui nous empêcherait justement de reconnaître quel est le type du plaisir qu'on éprouve face à une œuvre d'art. Et éviter cette confusion, ça va avoir un deuxième intérêt, celui de refournir l'hypothèse, de faire revivre l'hypothèse à ce moment-là, selon laquelle on peut se mettre d'accord. Il y a des critères communs. Okay, et il y a bien une distinction entre une mauvaise évaluation d'une œuvre d'art et une bonne évaluation d'une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'il y a un jugement qui est susceptible d'être identifié par des critères et qui justement repose sur l'idée d'un plaisir qu'on est tous capables de ressentir. Ce jugement qu'on est en train de chercher, là, on va pouvoir tout de suite le définir, c'est ce qui s'appelle un jugement esthétique. On va appeler jugement esthétique, jugement qui reconnaît l'œuvre d'art pour ses qualités propres et qui est capable effectivement d'identifier sa valeur. Le mot qui est intéressant ici, c'est le mot esthétique. Il a été utilisé pour désigner le domaine de l'art après le XVIIIe siècle, mais au départ, le mot esthétique, il désigne la théorie de la sensation. Platon, par exemple, quand il utilise le terme aesthesis en grec, il veut parler des sens, de la vue, de toucher, de l'ouïe, de l'odorat, du goût, etc. Plus tard, il prendra la signification particulière qui concerne l'art, c'est-à-dire l'appréciation des œuvres d'art. Donc, ce qu'on va essayer de distinguer, c'est le plaisir commun, le plaisir sensible et le plaisir esthétique. Okay, et la thèse qu'on va défendre maintenant, c'est que c'est le seul plaisir esthétique qui est le critère d'évaluation satisfaisant pour juger une œuvre d'art, non pas le plaisir purement sensible. D'ailleurs, on sera à peu près tous d'accord pour reconnaître qu'il y a des jugements sur des œuvres d'art qui sont un peu médiocres. Et le texte de Kant, qu'on va lire ensemble maintenant, extrait de la critique de la faculté de juger, encore une fois, il le montre exactement. Voilà ce qu'écrit Kant. Si quelqu'un me demande si je trouve beau le palais que j'ai devant les yeux,
Je peux toujours répondre que je n'aime pas ce genre de choses qui ne sont faites que pour les badauds. Ou bien comme ce Sachem Iroquois qui n'appréciait rien à Paris autant que les rôtisseries. Je peux aussi, dans le plus pur style Rousseau, récriminer contre la vanité des grands qui font servir la sueur du peuple à des choses si superflues. Je puis enfin me persuader bien aisément que si je me trouvais dans une île déserte sans espoir de revenir jamais parmi les hommes, et si j'avais le pouvoir de faire apparaître par magie, par le simple fait de ma volonté, un édifice si somptueux, je ne prendrais même pas cette peine, dès lors que je disposerais déjà d'une cabane qui serait assez confortable pour moi. On peut m'accorder tout cela et y souscrire, mais, et c'est là que Kant est intéressant, il dit « là n'est pas ce problème ». En posant la dite question « est-ce que ce palais est beau ?» on veut seulement savoir si cette pure et simple représentation de l'objet s'accompagne en moi de satisfaction, quelle que puisse être mon indifférence concernant l'existence de l'objet de cette représentation. On voit aisément que c'est ce que je fais de cette représentation en moi-même, et non pas ce en quoi je dépends de l'existence de l'objet, qui importe pour que je puisse dire qu'un tel objet est beau, et pour faire la preuve que j'ai du goût. Chacun devra admettre que le jugement sur la beauté au sein duquel il se mêle le moindre intérêt est tout à fait de parti pris, et ne constitue nullement un jugement de goût qui soit pur. Il ne faut pas se soucier le moins du monde de l'existence de la chose, mais y être totalement indifférent pour juger le rôle de juge, pour jouer le rôle de juge, en matière de goût. Donc, ce qu'il dit Kant dans cet extrait, c'est que le jugement de goût, le jugement esthétique, c'est un jugement désintéressé. S'il y a bien une satisfaction à contempler un palais comme le Taj Mahal, qui est une des 7 merveilles du monde, une des 7 merveilles du monde, probablement par la particularité de son architecture, qui est construit par des formes de symétrie hautement respectées, qui est extrêmement imposant et dont le jeu complexe des formes, alternant des colonnes circulaires, cylindriques avec des sphères sur les sommets et soulevées de pointe, qui appartient du coup par certains aspects au style oriental, et ben on voit très très clairement qu'il y a quelque chose de beau dans cette représentation. Quand bien même il serait fait par des esclaves, il aurait impliqué la mort de centaines d'êtres humains, quand bien même il est loin dans une culture à laquelle, admettons, pour je ne sais quelle raison, je m'oppose parce qu'elle est meurtrière ou quoi que ce soit, c'est-à-dire indépendamment de mon intérêt. Donc, ce que soutient Kant dans ce texte, c'est que si on affirme que, eh bien, en matière d'art, il en va à chacun ses goûts, c'est parce qu'on fait une confusion. On fait une confusion entre la satisfaction de nos désirs personnels et le jugement esthétique à proprement parler, la satisfaction esthétique pure. Ce qu'il nous dit donc, c'est que cette seconde, elle doit être désintéressée. Que quand j'observe une œuvre d'art, si je veux pouvoir savoir si elle est de grande valeur, il faut non pas que je me demande si j'ai envie qu'elle existe et si j'ai envie de me l'approprier, mais il faut que je sois dans un pur rapport de spectateur. C'est-à-dire que peu importe l'existence de l'objet, qu'il soit là ou non, simplement ce qui compte, c'est ses propriétés esthétiques, ses propriétés qui m'affectent en tant que pur spectateur, indépendamment de l'existence de cet objet. Ce à quoi il permet de répondre, et une des raisons pour lesquelles ce texte est vraiment intéressant, c'est qu'il permet de montrer qu'il y a une dissociation totale entre les œuvres d'art, d'une part, et les questions morales, de l'autre. Par exemple, le texte J'accuse d'Émile Zola, il a été, au moment où il a été écrit, dans un contexte extrêmement polémique. Et ce contexte polémique, il a empêché énormément de gens de reconnaître sa valeur littéraire. De sorte qu'aussi, on dit souvent que la valeur de J'accuse d'Émile Zola, eh bien, c'est une valeur qui est énorme par sa puissance révolutionnaire, en fait, par sa justice. Or, encore une fois, qu'on dise que le texte d'Émile Zola, il soit mauvais parce qu'il revient à empêcher une certaine cause politique de se réaliser, ou au contraire parce qu'il la favorise, il soit bon, eh bien on se trompe. On n'est pas dans un jugement esthétique, on est dans un jugement intéressé. Et ce que fera un professeur de littérature quand il examinera avec vous le texte J'accuse d'Émile Zola, c'est examiner sa structure, examiner ce qu'il produit chez le spectateur, précisément en tant qu'on en est spectateur et non pas acteur. Donc, si on confond
nos plaisirs personnels, notre intérêt personnel avec le jugement esthétique, on risque en effet de croire qu'à chacun ses goûts. Derrière l'idée de Kant, il y a une hypothèse assez intéressante qui est qu'on pourrait universellement reconnaître les propriétés d'une œuvre d'art et donc qu'on a une position de spectateur potentiellement universelle. Que si on arrivait à se débarrasser de nos intérêts personnels, de nos intérêts particuliers, on pourrait tous ensemble reconnaître la valeur de l'œuvre d'art. Donc, ce que la proposition de Kant permet de répondre à la question de savoir si on peut juger la valeur d'une œuvre d'art, c'est que oui, c'est possible. C'est possible pour la raison que nous sommes dotés d'un sens du goût. Tous les êtres humains ont la capacité d'apprécier et de déprécier les œuvres d'art, et simplement pour pouvoir arriver à se mettre d'accord, à discuter de nos appréciations, il faut d'une part éduquer notre perception, apprendre à posséder plus de délicatesse, et d'autre part apprendre à faire abstraction de nos intérêts personnels, apprendre à nous détacher de nos rapports personnels aux œuvres d'art, de manière à précisément pouvoir formuler un jugement esthétique. L'apport vraiment important de Kant dans ce texte-là, c'est qu'il apporte l'idée que tous les êtres humains sont dotés d'un sens appréciatif, d'un sens esthétique. Et ce sens esthétique, au fond, c'est la faculté de juger. C'est notre faculté de juger qui est commune à tous les êtres humains, qui certes est subjective, au sens où la beauté, c'est pas une propriété de l'objet, c'est bien notre appréciation, notre sens de la beauté qui nous permet de l'identifier. Toutefois, elle est subjective, mais potentiellement universelle. C'est un sens commun aux êtres humains. C'est ça vraiment l'intérêt de la position de Kant et l'apport l'apport théorique qu'il fait dans ce texte. De sorte que la réponse maintenant, elle est claire, oui, on peut juger les œuvres d'art et on peut le faire, non pas simplement en les connaissant, par identification des différentes propriétés perceptives qu'ils ont, ni non plus par un simple plaisir purement personnel, mais grâce à notre sens esthétique. Toutefois, à cette idée que nous disposons d'un sens esthétique, d'un sens du goût qui nous permet de formuler des jugements sur les œuvres d'art permettant de les évaluer, on formulera au moins une critique. Une critique qui tire son origine de la sociologie et en particulier de l'œuvre de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu a en effet écrit un livre qui s'appelle La Distinction, dans lequel il interroge l'universalité, il se demande si ce sens du goût c'est véritablement quelque chose de commun, ou si au contraire, il n'y a pas des goûts, une pluralité de goûts, de sorte que le fait de prétendre à l'existence d'un seul sens du goût, qui serait commun à toute l'humanité, risquerait de cacher une tentative de domination. Et en général, quand on fait passer pour universel une particularité d'un groupe social, c'est-à-dire quand on dit qu'une seule culture, c'est la culture, alors on fait preuve d'ethnocentrisme. Et la critique de Pierre Bourdieu revient à dire effectivement que, en général, nos appréciations esthétiques, nos jugements de goût sont toujours des formes d'ethnocentrisme. On va essayer de montrer comment à travers un extrait du film Le goût des autres, qui est particulièrement révélateur. Les autres est une scène dans laquelle Jean Castella prend un cours d'anglais avec Madame Deveau, dont petit à petit il deviendra amoureux. C'est là la première fois qu'ils se rencontrent et il forçait rapidement de remarquer qu'il y a entre eux des différences culturelles assez marquées. Pourtant, Monsieur Castella essaye, bon gré mal gré, de montrer lui aussi qu'il appartient à une certaine culture, de sorte qu'on voit qu'entre eux, un rapport de conflictualité, un rapport au moins de tension est en train de s'illustrer. Ce qu'on voit très bien, c'est que Monsieur Castella n'a pas beaucoup de ce que Bourdieu appelle un capital culturel. C'est-à-dire qu'il a des origines sociales relativement modestes, et que ces origines sociales modestes font qu'il n'a pas beaucoup de culture littéraire, qu'il n'a pas beaucoup de culture artistique, et que par conséquent, il a des difficultés à évaluer ce qui, sur le plan artistique, a ou n'a pas de la valeur.
Au contraire, Madame Deveau, elle est déjà enseignante, et d'autre part, on voit que avec l'homme qu'elle invite à la fin, elle partage effectivement un ensemble de références culturelles qui leur permettent de parler rapidement, d'aller vite au but quand ils s'entendent, de par exemple travailler sur un régime d'humour qu'ils ont en commun, et qu'au contraire, Monsieur Castella sera mis à côté, parce qu'il ne possède pas les références de ce régime humoristique-là. De sorte que ce que permet de montrer cette scène, c'est qu'il y a une forme de domination. Clairement, Madame Deveau est agacée par la médiocrité, l'incapacité à se mouvoir facilement dans le milieu artistique, à reconnaître, distinguer ce qu'il y a et ce qui n'a pas de la valeur. Et au contraire, Monsieur Castella, lui, essaye d'imiter, essaye d'obtenir une valeur qu'il n'a pas pour autant. Bourdieu analyse ce type de situation en disant qu'en réalité, nos distinctions nous distinguent. Ou autrement dit, le jugement de goût qu'on formule sur une œuvre d'art, en réalité, il a plutôt tendance à nous juger nous-mêmes. Quand on apprécie une œuvre d'art, c'est révélateur de notre origine sociologique. De sorte que, par contre, cette fois-ci, non plus simplement sur l'observation d'une partie de film, d'une petite pièce de fiction, mais sur le plan scientifique, on peut établir effectivement qu'il y a des corrélations très très fortes entre les pratiques culturelles des individus et leur origine sociale. Par exemple, effectivement, il y a des corrélations assez fortes entre le fait d'être enseignant et le fait d'aller régulièrement au théâtre, d'aller régulièrement au cinéma, bref, d'avoir un capital culturel. Et au contraire, dans les ouvriers, dans les professions plus modestes, il y a beaucoup moins de capital culturel. Ce que veut dire Bourdieu, par conséquent, c'est que cette différence de capital culturel, elle sert aussi d'instrument de domination. Et donc qu'il est dangereux de considérer qu'il est purement innocent, qu'il va de soi, de considérer qu'être capable d'apprécier une œuvre d'art est révélateur d'une supériorité naturelle ou d'une supériorité de l'ordre d'un jugement personnel. En réalité, c'est bien souvent plutôt révélateur d'une origine sociale, d'une appartenance sociale, et donc susceptible de jouer le rôle d'un facteur de domination, bien plutôt que simplement l'expression d'une nature qui serait donnée comme telle. On peut donc conclure à ce stade. On a montré que oui, certainement, on peut juger la valeur d'une œuvre d'art et que ce jugement n'est pas simplement complètement relatif et dépendant des individus, mais qu'au contraire, il y a des jugements qui sont meilleurs que d'autres. Qui sont meilleurs que d'autres pour deux raisons en particulier. La première, c'est qu'on a la capacité d'apprendre à affiner notre capacité de discrimination, notre délicatesse de goût. Et la seconde, c'est qu'on a aussi la capacité à faire abstraction de nos intérêts personnels et de nos désirs subjectifs dans l'appréciation d'une œuvre d'art de manière à pouvoir proposer véritablement un jugement esthétique et purement esthétique. Un jugement esthétique qui est donc une faculté d'appréciation qui n'est ni la simple sensibilité, ni la simple plaisir personnel, ni non plus une connaissance objective sur lesquelles, comme on le fait dans le domaine des sciences, on pourrait être tous d'accord, mais qui fait appel à un sens commun, le sens esthétique, qui est précisément la capacité humaine d'apprécier les œuvres d'art. Toutefois, on a montré que cette capacité, on ne pouvait pas admettre que dans sa réalisation factuelle, elle était universelle. Au moins, elle diffère selon les cultures, et cette différence selon les cultures risque de faire en sorte qu'on doive soupçonner un jugement esthétique quand il se fait passer comme une évidence naturelle, parce qu'en réalité, il est bien souvent l'expression d'une origine sociale bien plutôt que d'une nature qui serait universelle. Par conséquent, loin de nous l'idée de dire qu'il est strictement impossible de porter un jugement sur une œuvre d'art. Simplement, il faut avoir conscience que ces jugements révèlent des origines sociales et peut-être que, en fin de compte, la réponse qu'on peut donner en guise de conclusion, c'est que douter de l'authenticité de nos jugements esthétiques ne les annule pas pour autant. Peut-être que ça nous invite plutôt à une sorte d'humilité, de patience, de reconnaissance que les jugements esthétiques sont des jugements de valeur et qu'en tant que tels, ils nous disent bien quelque chose des œuvres d'art qui est susceptible d'être discuté et partagé, mais qui doit rester quelque chose qui est de l'ordre de l'appréciation et donc susceptible en permanence d'être comparé, mis en question, susceptible d'une critique. Et qu'au fond, c'est plutôt dans notre capacité à discuter des œuvres d'art que dans notre capacité à arrêter nos jugements que se trouve ce qu'il y a de commun au niveau du jugement esthétique.